Bienvenue, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission et nous parlons ce soir d'ophtalmologie, particulièrement d'une maladie silencieuse qui se développe la plupart du temps sans douleur ni gêne, en l'occurrence le glaucome. Deuxième cause de cécité la plus fréquente dans le monde après la cataracte, et cette cécité est généralement irréversible chez nous. La prévalence de cette pathologie a été estimée à 4,6%. Il y a des années, l'OMS avait établi pourtant les plans de son programme de prévention de la cécité, basé essentiellement sur le dépistage et le traitement précoce. Mais au jour d'aujourd'hui, force est de constater que très peu de progrès ont été réalisés dans la prévention de la cécité due au glaucome, notamment dans les pays en développement. Dans cette émission, on tentera d'expliquer qu'est-ce qu'une maladie cécitante, qu'est-ce qu'un glaucome et quels sont les facteurs qui nous prédisposent à développer cette maladie. Quels sont par ailleurs les traitements disponibles pour lutter contre la perte de la vue. Voilà en gros le propos que nous vous proposons ce soir, et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Dr Kessel Zakaria. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ophtalmologiste à l'hôpital Draa El Mizan. Merci beaucoup pour le déplacement. Oui, j'ai également le grand plaisir de recevoir un habitué de l'émission, Dr Messadi Abdelkader. Bonsoir. Bonsoir, merci pour cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes ophtalmologiste à Clinique Source de la Vision à Alger. Et enfin, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir Monsieur Saber Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre témoin. Je rappelle que vous êtes patient atteint de glaucome. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner et de partager votre expérience. Nous n'arrêtons pas de le rappeler dans cette émission, qu'il est très important de parler de sa pathologie pour sensibiliser les autres et puis pour lutter contre les tabous. Je commence avec vous, docteur Messadi. Dans le monde, mais aussi en Algérie, je le disais d'ailleurs en préambule, la première cause de cécité est la cataracte. Rappelons que c'est une cécité réversible. La prise en charge de cette maladie a connu d'énormes progrès au fil des années. On peut dire même que l'ophtalmologie est l'un des domaines qui a profité le plus de la technologie. Mais pourquoi ce n'est pas transposable quand on parle du glaucome? Dans le glaucome, on a l'impression que très peu de progrès ont été faits pour lutter contre la cécité due justement à cette maladie. En effet, c'est vrai que pour parler un peu statistique, en 2010, l'OMS avait établi des chiffres qui recensaient déjà 285 millions de malvoyants dans le monde, dont 39 millions de cécité totale et 241 millions de malvoyance. Et parmi ces malvoyants, il y avait 33% qui étaient dus à la cataracte et simplement autour de 4,5 à 5% de patients qui ont été, touchés par le glaucome. Par contre, il faut quand même mettre une petite réserve sur ces chiffres-là, dans le sens où il est établi qu'en matière de glaucome, 50% des glaucomateux ne sont pas diagnostiqués, pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas de symptomatologie, et on considère qu'il faut arriver à une perte de fibre optique équivalente à 45 voire 50% pour avoir les premiers symptômes qui sont les rétrécissements du champ visuel. Voilà pourquoi cette maladie est sous-estimée, sous-évaluée, sous-diagnostiquée. Une maladie silencieuse aussi, c'est ça qui est embêtant. Après, en matière de cataracte, on parle de maladie de cécité réversible, dans le sens où, effectivement, comme vous l'avez si bien souligné, la technologie a très, très, très fortement profité à l'ophtalmologie, et tous les équipements d'optique sont à la faveur et bénéficient à l'ophtalmologie. S'il y a 50 ans, on enlevait la cataracte avec une pince, voire avec une triode ou avec une ventouse. Aujourd'hui, nous utilisons des appareils miniaturisés et qui nous permettent à travers une incision de 1,8 mm, de casser, si vous voulez, cette lentille qu'on appelle le cristallin quand il devient opaque, et de l'aspirer et d'injecter par la même voie un implant, et le tout en 10 minutes. Absolument. C'est spectaculaire, et avec une convalescence qui dure 24 heures. C'est ça, ça devient une chirurgie très peu contraignante. Absolument. Très peu contraignant, et ça c'est très 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 avantageux pour le patient, qui est motivé pour aller de l'avant, parce que si avant les gens craignaient de pratiquer ce genre d'opération parce qu'il fallait garder le pansement pendant 1 mois, ne pas se pencher, enlever les fils au bout de 2 mois,
aujourd'hui, toutes ces histoires-là sont révolues. Absolument. Il y a aussi un autre paramètre, hein, peut-être que ce n'est pas transposable parce que c'est différent, hein, vous allez me dire ce que vient de dire d'ailleurs docteur Messadi, mais il y a un autre paramètre aussi qui est important, peut-être que nous ne faisons pas suffisamment de pédagogie, hein, docteur Kessel, par rapport au glaucome. Très peu de gens connaissent cette maladie, très peu de gens consultent, on va d'ailleurs le voir avec M. Saber tout de suite, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi cette problématique de communication autour de cette maladie? Effectivement. Il faudrait bien informer les patients sur la pathologie. Il faut savoir que c'est une maladie qui est insidieuse et silencieuse. C'est ça. Donc les patients ne se rendent pas compte qu'ils sont atteints. C'est pour ça justement qu'il faut en parler. C'est pour ça qu'il faut en parler, il faudrait consulter. On a la chance, comme le Dieu fait bien les choses, c'est qu'à partir de 40 ans, les patients présentent une presbytie qui pousse le malade à consulter. Absolument. On appelle ça une pathologie qui est providentielle, quand il consultera, on sera amené à lui réaliser... Les fameuses lunettes pour la lecture. On sera amené à lui réaliser un examen complet au niveau de l'œil, la prise du tonus oculaire et l'examen de la papille. Oui. Et plus tard, peut-être... et pour l'occasion, on peut profiter de faire des explorations, telles que le champ visuel ou l'OCT, afin de diagnostiquer cette pathologie. Absolument. Chose que tout le monde ne fait pas, malheureusement. Hein. Peut-être adresser justement un message. Hein. Alors, le but de cette émission est de sensibiliser, bien sûr, le citoyen lambda pour aller consulter, pour lui mettre la puce à l'oreille s'il y a un terrain génétique. Mais c'est l'occasion aussi de s'adresser peut-être aux professionnels, hein, docteur Kessel. Oui, bien sûr. Oui. La prise du tonus oculaire est obligatoire dans l'examen clinique. Absolument. Au niveau de l'ophtalmologie, aussi l'examen du fond d'œil. Oui. Alors, Monsieur Saber, on vous a diagnostiqué un glaucome à l'âge de 72 ans, hein, il y a à peu près une année ou un peu moins d'une année. Aujourd'hui, malheureusement, vous avez des répercussions très importantes hein, sur votre vue. Pourquoi vous n'avez pas consulté plus tôt? Je n'ai pas consulté parce que je commençais les débuts à perdre un peu la vue. Oui. Eh ben, c'était à quel âge? À quel âge vous avez commencé à perdre la vue? À 70, 71, j'ai commencé à perdre la vue. Et pour aller consulter, pour moi, c'est l'âge. Oui. C'est l'âge, c'est pas une maladie ou là, c'est une maladie silencieuse où on n'a pas الأعراض ما عندهاش ما نقدرش نعرف. Il faut consulter un médecin باش يقدر يعرف ولا عندك ولا ما عندكش. أنا جيت شفت مسيو ميصادي. Absolument. درت معاه لا كونسلطاسيون كي شافني قال لي علاش جيت عندي ما بوزي لا كيسيون قال لي علاش جيت عندي قلت له انا ما نشوفش نقصت في الشوفان ديالي. C'est arrivé brusquement, hein, monsieur Saber. brusquement hein. Oui. بعد قال لي كيفاه ما تشوفش قلت له كي يجيني واحد منا ما نشوفوش. Oui. نشوف دروا منا ما نشوفش. قال لي سي لو glaucome. Aujourd'hui, vous arrivez à voir avec vos deux yeux, ça se passe comment pour vous? انا نشوف لي deux yeux très bien كاع. D'accord. هكذا مازال شويه ما نشوف. Voilà, la vision périphérique, on va l'expliquer hein, d'ailleurs, cette perte de vue périphérique. Hein. Oui, je rappelle que vous êtes à côté de votre médecin, docteur Messadi. Alors, docteur Messadi, je remercie à كل حال هنا. Oui. Oui. Alors, on a compris, hein, malheureusement, enfin, vous le disiez avant de commencer cette émission, hein, que M. Saber est arrivé quand même à un stade assez tardif. Est-ce que c'est l'exception ou plutôt la plupart des malades arrivent finalement à un stade tardif dans le cas du glaucome, malheureusement? Alors, compte tenu du manque de sensibilisation, du manque de vulgarisation de cette maladie, on assiste de plus en plus à des cas de ce type-là. C'est merveilleux quand on arrive à diagnostiquer des glaucomes au début, ce qu'on appelle des glaucomes au stade pré-compimétrique, c'est-à-dire que c'est un glaucome avéré, mais qui n'a pas de trouble du champ visuel. Ça, c'est les cas les plus merveilleux à diagnostiquer. C'est-à-dire que pour ces personnes-là, on leur garantit une bonne vision et une absence de progression pour les 15 prochaines années. Et quand on sait que c'est une maladie dont le premier facteur de risque est l'âge,
Je vous rappelle au passage que nous perdons de façon physiologique des fibres optiques à raison de 0,4% par an, et ça, c'est tout à fait physiologique. Si bien qu'on parle de vieillissement, le vieillissement commence à la naissance en réalité. Et alors, si à 50 ans, le risque de développer un glaucome est de 4%, à 70 ans, le risque de développer le glaucome remonte à 10%. Vous voyez que l'âge est un facteur important. On va revenir sur les facteurs de risque, mais je vous posais la question particulièrement de l'arrivée peut-être des personnes ou des malades à un stade assez tardif, parce que cette maladie quand même met plusieurs années pour évoluer, c'est-à-dire on a le temps finalement de consulter. Est-ce que dans le cas de M. Saber, le fait qu'il dit que la maladie est arrivée brusquement, c'est vrai, ou il y a eu quand même une banalisation, on se dit c'est rien, voilà, on a tendance à banaliser peut-être un peu, comme il disait, je me disais c'est un peu normal, c'est l'âge. Non, en fait, M. Saber a banalisé son cas parce qu'en réalité, comme je le disais précédemment, il se plaint de rétrécissement du champ visuel. Or, quand on arrive à ce stade de rétrécissement du champ visuel, ça veut dire que le glaucome a déjà fortement évolué. Là, il est indéniable que la maladie a commencé depuis plusieurs années. Il a dû sûrement avoir cette maladie depuis au moins une dizaine d'années, mais malheureusement, il l'a banalisé. Et le problème de ce glaucome, c'est que la vision centrale est maintenue jusqu'au dernier moment. C'est la dernière étape de l'évolution du glaucome. Et ça commence à se rétrécir progressivement. Et les gens ne le sentent pas obligatoirement. Et si le glaucome, en réalité, si je dois dire un mot sur le glaucome, il faut aller le chercher et non pas attendre qu'il vienne vers nous. Oui. Docteur Kessel, il faut dire aussi que, alors je disais en préambule qu'en Algérie, c'est une étude quand même assez ancienne, j'ai envie de dire, du ministère de la Santé qui date de 2008, qui donne un chiffre quand même comme 4,6% de la population qui serait touchée par le glaucome, ce qui est important, voilà, en comparaison au chiffre mondial qui est à peu près de 2%, 2 à 3%. Est-ce que cela est dû aussi à la consanguinité, à l'hérédité? Parce qu'il faut savoir que le glaucome... On est un pays à forte prédominance, finalement. De consanguinité, de mariage consanguin entre cousins et cousines. Il faut savoir que pour le glaucome, on ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment la cause du glaucome. On sait qu'il y a des facteurs de risque. Il y a plusieurs facteurs de risque. Il y a l'âge, il y a l'hypertension oculaire, il y a la consanguinité, il y a l'hérédité. Et aussi, on peut parler d'hypertension artérielle ou d'apnée du sommeil. Donc l'hérédité est un facteur vraiment prédominant. Quand on a un parent qui est glaucomateux, il faudrait surtout sensibiliser les enfants et la fratrie. Oui. Alors là, donc, il faut faire doublement attention si on est algérien et si on est issu quand même de parents, par exemple, qui sont cousins ou de la même famille. J'ouvre une parenthèse pour parler juste de cette opération. Là, on parle d'une manière générale de maladies cécitantes ce soir, du glaucome particulièrement. Il faut dire que récemment, vous avez participé à une opération quand même qui est exceptionnelle. Absolument, une intervention qui est exceptionnelle. Donc, dans le domaine des urgences ophtalmiques, où vous avez sauvé justement une personne grâce à une thrombolyse, c'est ça, vous avec une équipe pluridisciplinaire, n'est-ce pas? Il faut savoir que le glaucome n'est pas la seule maladie cécitante. Il y a aussi les occlusions artérielles et les névrites optiques et les neuropathies optiques. Donc, il faut savoir que la vascularisation au niveau de l'œil est terminale. Il n'y a pas de rameau. Donc, en cas d'embolie ou en cas de thrombose au niveau de l'artère centrale de la rétine, on n'a pas d'autres artères pour pouvoir supplémenter la vascularisation. Donc, c'est une vascularisation terminale. En cas d'embolie ou quand l'artère est bouchée, on perd la vue. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ce qui s'est passé d'ailleurs, c'était un patient de 39 ans qui était obèse, qui a présenté une baisse d'acuité visuelle brutale, qui l'a emmené à consulter aux urgences d'ophtalmologie. On lui a diagnostiqué l'occlusion de l'artère centrale de la rétine. Le patient a été adressé très rapidement chez nos confrères à Tizi Ouzou, les neurovasculaires, qui ont réalisé chez lui, après avoir éliminé plusieurs contre-indications à la thrombolyse. Il faut savoir que la thrombolyse n'est pas indemne de complications. On l'a thrombolysé, le patient a récupéré au bout de quelques heures d'abord une
une vision, mais avec une amputation altitudinale de son champ de vision. Et quelques jours après, il a récupéré une vision atteinte des chromes. Oui, alors il faut dire que c'est quand même une opération ou une intervention qui a été présentée quand même comme un tournant hein, chez nous, justement dans la gestion des urgences vasculaires de l'œil. Alors on présente ça comme quelque chose de très important. Alors l'idée est que ça ne devienne pas exceptionnel, mais que ça se généralise aussi. Oui, il faudrait que ça généralise. Oui, absolument. Surtout avec l'augmentation des cas d'accidents vasculaires cérébraux et tout. Oui. Il faut dire que la thrombolyse sauve des vies, mais finalement elle sauve aussi... Et empêche l'handicap. Surtout. Oui, absolument. Et empêche l'handicap, hein, nous permet de sauver notre vue, hein, ou nos yeux, qui sont un véritable hublot sur le monde. Hein, disons-le, c'est très important, c'est un organe noble, n'est-ce pas? Alors je vais vous inviter, hein, messieurs, à regarder un reportage justement qui revient sur la thématique du jour, qui est le glaucome et sa prise en charge. C'est un reportage signé Myriam Damis. Regardez. Et le voleur silencieux de la vue, le glaucome peut progresser lentement et sans symptômes apparents. Pourtant, il peut entraîner une perte de vision permanente si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps. En fait, le glaucome est une maladie d'abord silencieuse, qui n'a pas de symptômes et qui consiste en une déperdition progressive et irréversible des fibres optiques. Il n'y a pas de symptômes à cette maladie et c'est ce qui fait le danger de cette maladie. Le danger du glaucome, c'est qu'elle est asymptomatique. Ce n'est que quand on aura perdu près de 45 à 50% des fibres optiques qu'on commence à avoir des problèmes au niveau du champ visuel qui commence à se rétrécir. Le diagnostic précoce du glaucome est essentiel pour éviter une perte de vision. Les examens ophtalmologiques réguliers peuvent aider à détecter la maladie avant qu'elle ne cause des dommages permanents. Le glaucome, il faut aller le chercher et non pas attendre qu'il se manifeste. Justement, quels sont les patients potentiellement susceptibles de développer le glaucome? D'abord, il y a le facteur principal, c'est l'âge. Nous avons d'abord une perte physiologique de fibres optiques à raison de 0,4,5% de perte physiologique tous les ans. Mais à partir du moment où on assiste à une perte beaucoup plus importante, c'est-à-dire à partir de 4%, là, ça devient un problème de maladie. Il y a un troisième facteur qui n'est pas des moindres, c'est l'hypertension oculaire. Quand la pression à l'intérieur de l'œil est élevée, cette augmentation de pression peut représenter une compression de la tête du nerf optique, donc est considérée comme un facteur majeur de développer un glaucome. En termes de prévention, il est recommandé à toute personne présentant des facteurs de risque de consulter un ophtalmologue au moins une fois par an dès l'âge de 40 ans. Une mesure essentielle qui pourrait sauver votre vue. Alors, une question pédagogique. On a eu là déjà la réponse dans le reportage, mais c'est bien de le rappeler. Le glaucome est finalement, on peut le définir comme une maladie dégénérative du nerf optique. Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça? Tout à fait, absolument. Il faut savoir que la rétine possède des millions de cellules et chaque cellule a une connexion, ce qu'on appelle les cellules ganglionnaires, qui vont se ramasser sous forme d'un câble, lequel câble rentre dans un orifice qu'on appelle la papille ou le nerf optique et qui va longer donc le cerveau d'avant en arrière pour arriver au niveau du cortex occipital. Expliquons ça simplement, docteur Messadi. Essayez d'expliquer ça plus simplement aux gens qui nous regardent. Plus simplement, on ne peut pas être plus simple que ça. Alors, toute la rétine, l'appareil photo qui prend des photos, il est pourvu de milliers de cellules, de millions de cellules. Toutes ces cellules-là, elles donnent des petits câbles. Absolument. Ces petits câbles forment un gros câble qui va relier l'œil au cerveau. Et c'est le cerveau qui perçoit les choses et non pas l'œil. L'œil n'est qu'un organe qui prend des photos, qu'un appareil photo. Absolument. Mais le transcripteur ou l'interprétation se fait au niveau du cerveau. Et dans le cas du glaucome, eh bien, ces câbles-là, ils viennent à diminuer en nombre. C'est-à-dire que le capital en fibre optique diminue progressivement. Il y a une mort cellulaire progressive et irréversible. Absolument. Donc c'est le capital de fibres qui diminue. Donc c'est une maladie, c'est une neuropathie optique progressive et irréversible
du nerf optique. Oui. Monsieur Saber, vous me disiez tout à l'heure hein, que la maladie est arrivée brusquement. Alors, vous êtes parti consulter en pensant que vous aviez une cataracte, c'est ça? Oui, c'est pour une cataracte, oui. Vous n'aviez aucun symptôme à l'époque, ni douleur, ni... Ni douleur, ni... Oui. aucun symptôme. هكذا يبان لي باللي كاين كاش حاجه ولا انا. ابار قلت لك فيسمون يعني قلت بالك نقصت كي راني نكبر بالعقل تنقص. ما درتش بالي باللي كاين une autre maladie. Oui, absolument. Vous n'avez pas pensé à... Il n'y a pas de symptômes, il y a ما كاش. On ne pense pas au glaucome, hein, c'est-à-dire les malades quand ils consultent, ils ne pensent pas au glaucome, hein, docteur Xel. Parce qu'ils connaissent pas le glaucome, ils parlent d'hypertension, ils parlent de tension oculaire. Ils viennent pour la tension oculaire ou pour la cataracte aussi, c'est-à-dire quand on leur fait un examen de routine, correction simple, ils nous disent docteur, est-ce que la tension est bonne? C'est déjà bien. Donc il faut savoir que les patients sont sensibilisés par leur entourage, par leurs parents au niveau de... C'est-à-dire ils consultent pour la tension, c'est ça? Oui, ils consultent pour la tension. Il y a des patients qui consultent pour la tension à partir d'un certain âge. Est-ce que vous aviez eu également un traumatisme, hein, c'est ça, des années plus tôt? C'est ça, hein, monsieur Saber. Vous aviez eu un traumatisme, un accident. Vous aviez eu un accident, vous aviez eu un bout de plastique, vous m'aviez raconté, vous m'avez dit. Oui, absolument. Plastique, oui. Dans l'œil? Oui. قاسني dans l'œil mais ما دار لي والو هذاك البلاستيك ما عاد نحيته رحت عند الاوفثالمولوج نحاولني ما داكور قاسني لا سودير ثاني باسكو انا نخدم براتيكي يعني لا تيليفزيون سي ان ريباراتور دو تيليفيزور طارت عليها بوت سودير هكذا يعني ما دار لي والو ثاني. Oui, docteur, mais ça dit, c'est peut-être pas le cas hein, de M. Saber, mais est-ce qu'on peut développer un glaucome suite à un traumatisme également? Absolument, absolument. Oui. Mais dans ces cas-là, il s'agit d'un glaucome unilatéral, c'est-à-dire qu'il va survenir un glaucome sur l'œil traumatisé, mais pas sur l'autre œil. Dans ce cas-là, c'est des déplacements du cristallin, ce sont des récessions de l'angle, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs anatomiques de l'œil qui vont être modifiés et qui vont entraîner une mauvaise circulation du liquide qui est fabriqué dans l'œil et qui doit sortir vers l'extérieur. Donc s'il y a un obstacle à l'écoulement, on peut développer un glaucome. Dans ce cas-là, on parlera de glaucome secondaire. Mais tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure s'appelle le glaucome primitif à angle ouvert. Parce qu'en réalité, des glaucomes, il y en a plusieurs. Absolument, oui. On se met bien d'accord. Oui. Non, ça d'accord, ça on l'a compris. Monsieur Saber, justement, est-ce qu'il y a quelqu'un de... Alors, vous avez parlé du facteur génétique, justement, ou héréditaire hein, dans la maladie du glaucome, qui est très important. Je pense que c'est un des messages clés à donner dans cette émission pour attiser les gens ou appeler les gens à se faire dépister. Monsieur Saber, est-ce que vous avez eu quelqu'un dans votre famille qui avait eu un glaucome avant vous? Non. À moins que vous ne le sachiez pas. Parce qu'on peut justement vivre toute sa vie avec un glaucome et on se dit que c'est le vieillissement aussi. Hein. On va demander s'il y a des capacités dans la famille. Oui. Est-ce qu'il y avait des personnes qui ont perdu la vue dans votre famille? Il y avait la grand-mère, à partir de la grand-mère, من عند la maman تاعي. بصح هي كي وصلت كبيره على كل حال. Ça peut être un glaucome. Oui, c'est-à-dire on peut. واش هو كان واش لي زو ديالها كانوا بيضاء. C'est-à-dire on pense plus à une cataracte peut-être. Oui, mais peut-être aussi c'est ça le drame hein, du glaucome, c'est qu'on peut le porter sans le savoir, hein, parce qu'on n'arrête pas de dire que ce n'est pas douloureux, c'est silencieux, c'est très rare hein, qu'il soit parlant le glaucome, n'est-ce pas? Mais il faut savoir qu'il y a, comme il a dit Dr Messadi, il y a différents types de glaucome. Il y a le glaucome primitif à angle ouvert, il y a aussi le glaucome à angle fermé. Il se présente avec des douleurs atroces. Le patient se présente aux urgences avec un œil rouge, des douleurs, des maux de tête, voire même des vomissements. Et là c'est un glaucome qui est cécitant aussi. Hein. C'est un glaucome qui est souvent unilatéral. Il y a des prédispositions oculaires qui mènent à développer ce glaucome. Un œil hypermétrope, une intumescence du cristallin, un cristallin qui est un peu cataracté. Donc le patient consulte avec des douleurs atroces. Et ça, c'est un glaucome. On appelle ça un glaucome aigu. Un glaucome aigu par fermeture de l'angle qui doit être pris en charge en urgence, très rapidement. Oui, ça c'est les douleurs qui sont généralement aussi provoquées. L'hypertonie oculaire. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Quand la tension dépasse un certain chiffre, c'est l'hypertension intra-oculaire. De mercure, là, le patient peut ressentir une douleur. Ça peut arriver jusqu'à 50, jusqu'à 60. Mais quand on a des symptômes dans ces cas, est-ce que c'est déjà aussi à un stade avancé ou pas non, finalement? C'est aigu. On appelle ça un glaucome aigu. D'accord. Une prédisposition, il y a une fermeture de l'angle. Quand il y a une petite mydriase, quand le patient est dans une salle de cinéma,
quand il y a une pénombre où il n'y a pas beaucoup de lumière, l'iris se dilate et ça crée un bloc avec le cristallin et ça empêche l'évacuation de l'humeur aqueuse qui augmente la pression au niveau de l'œil et qui cause un glaucome aigu. Oui. Bon, on va rester peut-être un peu sur la notion justement d'hérédité. Hein. On a vu que dans le cas de M. Sabr, vraisemblablement, il n'y a pas cette notion d'hérédité, mais quand même, disons-le, que l'hérédité est un facteur très important, justement, prédisposant à avoir un glaucome. On parle d'une personne sur deux qui peut contracter un glaucome lorsqu'elle a un parent ou quelqu'un dans la famille qui a un glaucome, n'est-ce pas, docteur Messadi? Absolument. L'hérédité, c'est le deuxième facteur de risque du glaucome. Hein, après l'âge, c'est le deuxième facteur de risque. Et il y a quand même un facteur que j'aimerais signaler et qui est un facteur majeur quand même dans l'apparition du glaucome, c'est le facteur ethnique. On considère que les peaux foncées ont 4 à 6 fois plus de risque de développer un glaucome qu'une personne de peau blanche. Et ça, c'est très important, c'est les glaucomes pigmentaires. Et après, bien sûr, il y a d'autres facteurs, par exemple la myopie, les myopes. Attendez, on va rester sur l'hérédité un peu, parce que ça, c'est très important. Alors, on a dit une personne sur deux, lorsqu'on a un parent qui a un glaucome, peut développer un glaucome. Alors, aujourd'hui, par exemple, les enfants de M. Sabr devraient se faire dépister. À quel âge? À partir de 45 ans, 50 ans. Comme je vous disais... Ça, c'est très important, M. Sabr. Ah oui, M. Sabr. L'âge clé, c'est à peu près 45 à 50 ans. Disons 50 ans. 50 ans, pour une personne déjà normale qui n'a pas d'antécédents familiaux, à 4% de risque de développer un glaucome. Et à 70 ans, le risque augmente à 10%. Vous voyez que plus on avance dans l'âge, plus le risque augmente. Et de surcroît, s'il y a une hérédité. S'il y a une hérédité, le risque est encore multiplié. Absolument. Et si la peau est encore foncée, le risque est encore multiplié. Donc en réalité, c'est un cumul de facteurs de risque. Et c'est pour cela que on pose le problème de qui sont les personnes potentiellement à risque d'avoir un glaucome et qui devraient obligatoirement consulter. C'est la question à laquelle on devrait trouver une réponse. Alors, c'est qui, finalement? La réponse. Toutes les personnes qui dépassent l'âge de 45 ans, les patients aux antécédents de glaucome dans la famille, aussi les forts myopes, parce que les forts myopes sont plus prédisposés à développer un glaucome que d'autres personnes. Et si on a une autre pathologie de l'œil, par exemple, si on a une cataracte... Les uvéites, des patients qui présentent une uvéite peuvent développer un glaucome, une hypertonie oculaire. Oui. Alors, on a parlé de surveillance pour les personnes, par exemple, qui ont un terrain génétique. À quelle cadence on devrait se faire surveiller ou consulter? Une fois par an, 2 fois chaque 2 ans? Quand le diagnostic de glaucome est posé, quand est avéré, le rythme de consultation est de 3 mois. Le patient doit consulter tous les 3 mois son médecin, afin d'évaluer d'abord l'évolution, la prise de tonus, et on doit réaliser aussi des explorations, notamment le champ visuel. C'est le champ visuel qui nous permet de stadifier l'évolution du glaucome. C'est grâce au champ visuel. On peut avoir une tension, on peut réguler la tension, l'hypertonie du patient, mais le glaucome peut évoluer. Il peut évoluer à son propre compte. D'ailleurs, il existe des glaucomes qu'on dit à pression anormale. C'est-à-dire pas forcément avec une hypertension, absolument. C'est une hypertonie oculaire. Oui. Ou là une pression. Alors concrètement, comment on détecte un glaucome? Est-ce qu'il y a des examens précis? Parce que la majorité des gens vont dire qu'on va contrôler peut-être la pression intraoculaire, mais finalement... Et finalement, il y a l'examen clinique. C'est ça. Il faut analyser la papille, le nerf optique, parce qu'en cas de glaucome, la papille, c'est un disque. En cas de glaucome, le disque, on peut retrouver ce qu'on appelle une excavation. C'est que le disque commence à se percer. Et c'est là qu'on peut poser le diagnostic. Puis on sera amené à réaliser des explorations, telles que l'OCT. C'est quoi? L'OCT, c'est une imagerie qui est à base d'infrarouge, de rayons infrarouges, qui nous permet de quantifier le nombre de fibres optiques au niveau de la papille et aussi le nombre de cellules ganglionnaires au niveau de la macule. Oui. Et aussi, il ne faut notamment ne pas oublier le champ visuel. Oui, on y arrive. Oui, on y arrive justement. Alors, Monsieur Sabr, vous disiez que vous n'aviez aucun symptôme. Rien ne vous a alerté. Par exemple, est-ce que vous aviez des chutes? Est-ce que vous aviez des difficultés, par exemple, dans votre vie de tous les jours? Le fait de ne pas pouvoir voir autour de vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber, par exemple? Dites-nous. Non, jamais. Oui. Non. Mais il y a quand même des difficultés pour le déplacement, M. Sabr.
vous aviez du mal à vous déplacer quand même. Dites-nous un peu quelles sont les conséquences de... Alors, on vous a diagnostiqué comme étant glaucomateux. Quelles étaient les conséquences sur votre vie Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à voir pour arriver un peu à la vision périphérique, justement. D'abord, باش نحي القطارات هذيك كي تنحت القطارات هذيك وليت نشوف خلاص وليت نشوف. Mais qu'est-ce que vous ne voyez pas? toujours le glaucome هذاك تاع l'angle هذاك ما نشوفش. Sur le côté, vous avez du mal à voir les choses qui sont dans sur les côtés, c'est ça? Côté, Mais sinon, vous arrivez à lire, vous arrivez... À lire, à voir, très très bien. Oui. Alors, docteur Messadi, alors justement, c'est complexe finalement la vision, parce que nous, on a tendance à penser que la perte de la vision, c'est la perte de l'acuité visuelle, alors que finalement, c'est beaucoup plus complexe. Ah non, non. Dans le glaucome, c'est l'erreur que les gens peuvent commettre éventuellement. C'est ça ce qu'on n'arrive pas à comprendre finalement. Oui, c'est de penser qu'on perd la vision centrale. Or, dans le glaucome, la vision centrale, c'est la dernière à être perdue. Le glaucome se manifeste essentiellement par un rétrécissement progressif du champ visuel, par perte progressive des fibres optiques. Quand le docteur Kessal avait parlé de la papille et le centre est percé, c'est ce que je disais en préambule, que c'est le nombre de fibres optiques qui se réduit. Absolument. Donc, la papille se vide de son contenu. Et donc, cette fameuse excavation, qu'il a appelée excavation, c'est tout simplement du vide dans le nerf optique. C'est-à-dire que cet espace-là s'est vidé de ses constituants normaux qui s'appellent les fibres optiques. Et donc, plus il se vide, plus l'excavation grandit, et plus l'entonnoir devient vide de fibres optiques. Oui. Je posais une question justement à M. Saber. Qu'est-ce qu'on voit autour? Est-ce qu'on voit du noir ou on arrive finalement à exclure les objets qui sont autour? Alors on voit juste ce qu'il y a au centre, c'est ça la vision d'un glaucomateux, mais autour, est-ce qu'on voit noir ou pas? Non, pas noir, mais... C'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte finalement, docteur Messadi. Donc, c'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte. Il chauffe, mais à condition qu'il tourne la tête. Oui. C'est-à-dire qu'il oriente son radar vers moi. C'est-à-dire que, en réalité, comment on peut évaluer la situation? Il faut que la personne regarde droit devant et il faut qu'on lui mette des choses sur le côté. Est-ce qu'il les voit? Il ne pourra pas les voir. Oui. Ça fait partie du test diagnostic, c'est ça? Quand on fait un diagnostic, ça fait partie? Vulgairement, c'est comme ça. Oui. Avant, il y a 40 ans de cela, on faisait le champ visuel à la main. Alors, regardez mon nez, hein? Vous voyez mon doigt? Toujours mon nez. Oui. Vous voyez et ben voilà, c'est le test manuel. C'est pour schématiser un peu. Les machines sont perfectionnées. Absolument. On fait des champs visuels avec des nouvelles technologies. Oui, peut-être que c'est important d'en parler parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre justement cette vision périphérique. Ils disent que, par exemple, quand une personne se plaint de ne pas pouvoir voir autour d'elle ou justement sur les côtés, on dit souvent c'est bizarre parce que cette personne arrive à lire, par exemple, arrive à voir des choses, à avoir une bonne acuité visuelle, mais ne voit pas de grands objets qui sont en périphérie. Il faut savoir distinguer au niveau de la vision, on a deux types de vision. On a la vision centrale qui est au niveau de la macula, c'est la vision précise. C'est dans cette vision que dépend l'acuité visuelle. On a la vision périphérique. C'est celle qu'on connaît, c'est celle qu'on connaît, c'est celle Absolument. C'est la vision centrale. Finalement, elle est très limitée. Elle est très limitée, c'est la vision centrale. On a la vision périphérique qui est une vision qui est floue. On n'arrive pas il n'y a pas la distinction dans la vision périphérique. C'est une vision qui est globale. On sait qu'il y a des choses, mais on n'arrive pas à détecter ce qui est vraiment. Absolument. Alors, on a compris finalement qu'on ne voit pas autour, mais qu'on arrive quand même à voir la vision centrale encore une fois. Monsieur Saber, quand on vous a diagnostiqué un glaucome, on vous a expliqué qu'est-ce que c'était et comment vous avez accueilli finalement cette annonce? Je l'ai accepté au خلاص. مش ندير ما عندي ما ندير. باينة. C'est clair. Les médicaments normal qui m'a... On vous a expliqué que vous pouvez devenir aveugle, par exemple. Un homme. On vous a expliqué, par exemple, que vous pouvez perdre la vue. Oui. Oui. Et si vous ne prenez pas les médicaments. Oui. Et vous avez accepté, donc. Oui, j'ai accepté.
Oui. Alors tous les malades n'ont pas le discernement de M. Saber, clairement. M. Saber est un gentleman. Tout le monde n'a pas le discernement de M. Saber qui accepte bien donc, sa maladie. Comment vous annoncez une maladie comme le glaucome, c'est-à-dire pour peut-être d'un point de vue psychologique, comment annoncer une maladie comme le glaucome? Alors, surtout pas, et ce risque justement pas permanent, la terminologie que vous venez d'utiliser, de dire vous allez être aveugle. Il ne faut jamais utiliser ça. Il faut aller avec beaucoup de délicatesse et dire que voilà, vous avez une pathologie qui est quand même assez grave, qu'on essayera de stabiliser, et de la stabilisation dépendra de votre observance, de votre faculté à respecter le traitement, les contrôles, et être rigoureux dans la mise en place et dans l'assiduité dans le traitement. Il faut par contre leur faire craindre un petit peu, leur dire que si vous ne faites pas le traitement, vous risquez d'avoir des mauvaises surprises. Bah justement, parce que quand même, il faut dire les choses. Hein. C'est pour ça que je vous pose la question, absolument. Par contre... On ne dit pas qu'on risque de perdre la vue? Moi, en tout cas, je n'utilise pas cette terminologie. Hein. Je pense qu'il ne faut pas être trop agressif avec le Docteur Kessel, alors, il faudrait leur expliquer. Comment, absolument, oui. Est-ce qu'il ne faut pas expliquer les tenants et aboutissants, justement? C'est bien d'être rassurant. C'est bien d'être rassurant, mais il faudrait expliquer quand même que c'est une maladie grave. C'est une maladie grave qui nous mène vers la cécité et que le traitement est obligatoire et est à vie. Il faut leur expliquer que c'est un traitement qui est à vie. Il faut surtout leur dire qu'elle est évolutive, qu'elle peut mener vers la cécité. Alors comment canaliser, voire apaiser justement cette crainte? Il faudrait les rassurer, leur dire qu'il y a des thérapeutiques, que la science évolue, qu'il y a plusieurs arsenals thérapeutiques. Oui. Est-ce que le rôle de l'entourage aussi, il est important? Alors on parlait tout à l'heure justement de cette vision périphérique qui est souvent mal comprise par beaucoup de gens. L'acceptation de la maladie passe également par l'entourage. Vous ne pensez pas? Oui, ils sont d'une grande aide d'ailleurs. Surtout pour les personnes âgées. Des fois, il y a des personnes âgées qui n'arrivent pas à s'instiller leur goutte. C'est grâce à leur entourage qu'ils arrivent à persévérer dans leur traitement, à être observants dans leur traitement. C'est grâce à l'entourage surtout. Oui, je pense que justement, si M. Saber aujourd'hui arrive à accepter entièrement sa pathologie et sa maladie malgré sa gravité, c'est en grande partie justement parce que vous êtes bien entouré, n'est-ce pas? Ah oui. Vous me parliez de vos enfants justement en préparant cette émission, qu'on salue au passage. Oui. Oui. Dites-nous comment ça se passe. Alors, votre entourage, comment il accepte votre maladie? Les enfants, oui, c'est beau ça. C'est magnifique. Oui. Non, Inch'Allah, justement, ça n'arrivera pas si vous êtes observant, vous prenez vos traitements, M. Saber, rassurez-nous. Moi, je le prends en ma carte. C'est quoi votre traitement aujourd'hui? Dites-nous. Zolamide ou... Non, sans citer de marque, vous prenez des gouttes? C'est des gouttes. Oui. Alors, l'objectif des traitements, docteur Messadi, je pense que cela dépendra des stades, n'est-ce pas? Absolument. Oui. D'abord, il y a une notion qui devrait être connue même par les professionnels de santé. Parce qu'en réalité, en parlant de glaucome, on l'assimile toujours à l'hypertension oculaire. En réalité, c'est pas toujours le cas, puisqu'il y a des glaucomes très sévères qu'on appelle des glaucomes à pression normale. Et dans le premier facteur de risque, ou l'essentiel des facteurs de risque, ça s'appelle ce qu'on appelle l'apnée du sommeil. Les gens qui font de l'apnée du sommeil, ils peuvent développer un glaucome à pression normale. Mais dans l'essentiel du traitement, il se base sur une réduction de la pression. Mais là, si vous permettez, docteur Messadi, mais là, c'est très compliqué de prendre en charge ce type de glaucome, étant donné que l'essentiel des traitements cherche justement à baisser la pression. Voilà. Absolument oculaire. Je vais anticiper un petit peu pour parler de l'avenir et j'espère qu'on sera vivant d'ici là. Aujourd'hui, les études internationales ou les recherches internationales vont dans le sens de la recherche de ce qu'on appelle les médicaments neuroprotecteurs. C'est-à-dire des médicaments qui vont protéger l'apoptocellulaire ou la mort cellulaire de ces fibres optiques. Et ça nous permet d'avoir une lueur d'espoir pour l'avenir. Mais sinon, pour rester au jour d'aujourd'hui... avec des cellules souches, vous parlez de cela? Non, même pas. C'est des médicaments, c'est des thérapeutiques pharmacologiques qui visent à protéger le nerf optique. C'est encore au stade expérimental. Il y a une ébauche de recherche qui se fait, des médicaments qui sont à l'échelle de tests, tout ça à l'échelle internationale. Mais nous ne sommes pas encore au stade de l'AMM, de la mise sur le marché. Bon, pour revenir donc au traitement du glaucome, il vise à réduire la pression intraoculaire. Et
là, j'ouvre une parenthèse pour parler de pression oculaire, parce que tous les jours que Dieu fait, je vois beaucoup de glaucomateux et on me pose toujours la même question. Docteur, est-ce que ma tension est normale? Il faut savoir que la pression, il y a ce qu'on appelle le concept de la pression intraoculaire cible. La pression intraoculaire cible, elle est variable d'un sujet à un autre et variable d'un moment à un autre chez le même sujet. C'est-à-dire que chez un glaucomateux au stade de début, on ne recherchera pas le même niveau de pression oculaire que chez un glaucome au stade modéré ou un glaucome avancé. Chez M. Sabar, par exemple, le niveau de pression requis ou la pression cible doit être la plus basse possible pour protéger le reste, ce qui lui reste de ses fibres optiques. À l'inverse, un glaucomateux au stade de début, la demande ou notre cahier de charge ne sera pas aussi exigeant que pour quelqu'un qui a un glaucome avancé. Absolument. Et là est toute la problématique. Oui, absolument. Alors, on cherche donc à stabiliser, il vient de le dire, docteur Messadi, à faire baisser la pression oculaire, qui, rappelons-le, c'est quelque chose comme l'hypertension artérielle, mais c'est au niveau des yeux, pour les gens qui nous regardent. Alors, traitement de première intention, donc l'écolire, c'est ça? C'est inévitable, on commence toujours par l'écolire. Non, pas forcément. Pour l'arsenal thérapeutique, on dispose de plusieurs moyens. On a les moyens médicamenteux, tels que l'écolire, on a les moyens physiques, on a les moyens chirurgicaux. Oui, mais on commence généralement avec des collyres. Généralement, on commence par des collyres. Mais des fois, on peut diagnostiquer des glaucomes chez des personnes très jeunes et qui ne sont pas aptes à s'instiller des gouttes. C'est très contraignant parfois. On peut passer directement... Parce que les gouttes, c'est tous les jours. C'est tous les jours. On peut passer directement vers un traitement physique, par un laser. On appelle ça le SLT. Ça nous permet de faciliter l'écoulement de l'humeur aqueuse, l'évacuation de l'humeur aqueuse. Donc, dans certains cas, on peut commencer par un traitement physique. Par un laser. Et ça va nous éviter ou ça va réduire ça va nous éviter complètement les collyres? Oui. Ça va nous éviter d'instiller. Mais ça aussi, le laser, on ne va pas le faire une seule fois, on peut le faire régulièrement. On peut le faire pas régulièrement, on peut le faire 1 à 2 fois, on peut aller jusqu'à 2 fois ou 3 fois parfois. Dans combien de temps? 2 à 3 fois? Mais il faut des fois dépasser 3 fois, on ne pourra pas. D'accord, oui. Pas alors pour revenir au collyre, on commence par un collyre généralement pour baisser la pression. C'est un peu comme l'hypertension. On appelle ça des monothérapies, absolument. Des bithérapies. On peut aller jusqu'à la trithérapie. Une fois arrivé à la trithérapie, on peut céder momentanément par un traitement médicamenteux par voie orale. Oui. On peut céder ça juste pour baisser la tension en urgence rapidement. Mais quand la tension est rebelle à la trithérapie, il faudrait passer à la chirurgie. Mais là encore, on rapporte beaucoup d'effets secondaires quand on passe par exemple à la trithérapie généralement. C'est parce qu'il y a certaines molécules qui peuvent donner des rougeurs oculaires, des irritations, des cils qui augmentent de taille. Mais aussi, il faut savoir que tout collyre et tout produit pharmacologique est cataractogène. Tout produit peut être une cause de la cataracte, absolument. Oui, j'insiste un peu sur la notion des effets secondaires, parce que est-ce que les médecins aujourd'hui prennent le temps, les médecins que vous êtes, ophtalmologistes, prennent le temps justement d'expliquer aux patients les effets secondaires? Parce que ça aussi, ça peut être une cause justement d'abandon peut-être du traitement. Absolument, absolument. Il faut savoir que le traitement à long terme est inducteur d'effets secondaires. C'est malheureusement toute thérapeutique, tout produit actif est enveloppé dans ce qu'on appelle un conservateur qui est toxique pour la surface oculaire. Et on se retrouve souvent... C'est souvent le sujet de combat de beaucoup d'ophtalmologistes, docteur Messadi, les conservateurs dans les collyres. On essaye tant bien que mal d'utiliser des médicaments non conservés, mais force est de constater que dans ce type de molécules, très peu de molécules sans conservateur. Et on arrive fatalement à une période où on a des effets secondaires de toxicité de la surface oculaire qui nous obligent parfois à faire ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Il m'arrive souvent, en cas de forte sécheresse oculaire, d'irritation importante, de faire une fenêtre d'1 mois, de 2 mois. Bon, les gens se paniquent un petit peu et disent « Ah non, oui, mais si la tension va monter », on les rassure que ce n'est pas une question de 1 mois ou 2 mois. On peut faire une fenêtre thérapeutique le temps que la surface oculaire retrouve un petit peu de sa vivacité et on réintroduit progressivement les médicaments sans aucune crainte. Oui. Il y a aussi des effets secondaires, peut-être des effets généraux qui sont embêtants parce qu'il y a cette notion de bénéfice-risque. Vous allez me dire, le bénéfice peut-être l'emporte, mais parfois peut-être quand on a des effets sur le cœur ou comme les bêta-bloquants, parce qu'on les
prescrit également pour les yeux. Absolument. Et c'est pour ça que quand on a un patient devant nous et qu'on établit le diagnostic du glaucome, on essaie de jauger la situation du point de vue local et général pour décider du type de thérapeutique à adopter. Par exemple, un sujet qui est déjà porteur d'une sécheresse oculaire, on ne va pas aller lui proposer en première intention ce qu'on appelle des prostaglandines, puisqu'elles-mêmes sont pourvoyeuses et sont génératrices de sécheresse et de toxicité. Alors là, pour ces cas-là, on va privilégier plutôt des bêta-bloquants, mais à condition que la personne ne soit pas asthmatique, n'ait pas de problème de conduction cardiaque. Donc là, on cède un petit peu d'un avis cardiologique, d'un petit interrogatoire, et on choisit. Mais en matière d'efficacité, il faut savoir qu'il y a des gradients dans les niveaux d'efficacité. La première intention, c'est les prostaglandines qui réduisent de 30% à 35% au niveau pressionnel. Ensuite viennent les bêta-bloquants qui réduisent de 25% pour ensuite descendre au niveau de ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique qui réduisent de 20%. Donc le choix va s'établir en fonction du niveau pressionnel présenté par le patient et de ce qu'on nous demande comme pression oculaire cible. Oui. Monsieur Saber, pour vous, les traitements aujourd'hui, ça se passe bien? Ça passe bien. Oui. Pas d'effet secondaire? Pas d'effet secondaire. Pas de gêne? Pas de gêne, pas de... D'accord. Ah bah, tout va bien. Alors, la photophobie et le glaucome, est-ce que la photophobie peut être due également au traitement, puisqu'on parle d'effets secondaires? En cas de sécheresse oculaire, on peut présenter une photophobie. Oui. On sera gêné par la lumière parce que la surface oculaire ne sera pas totalement intacte, ne sera pas vraiment intacte. Oui. Alors, on a parlé un peu des lasers. Il y a aussi la dimension chirurgicale dans la prise en charge de... On fait encore des chirurgies, ce qu'on appelle des chirurgies perforantes, c'est ça? C'est ça, filtrantes. Oui. Il y a deux types. Mais ça a changé, j'imagine. Maintenant, oui, il y a les chirurgies filtrantes. On crée une valve au niveau conjonctival afin de permettre l'évacuation de l'humain. On va faire une espèce de trou, c'est ça? C'est ça, c'est une valve. Oui. Et maintenant, il y a de nouvelles thérapeutiques. Il y a ce qu'on appelle les MICS, c'est des chirurgies micro-invasives. On peut mettre on appelle ça des stents ou des trucs qui permettent d'évacuer l'humeur aqueuse. Et en cas de glaucome réfractaire, on peut aller ce qu'on appelle la cycloaffaiblissement. On affaiblit le corps ciliaire. C'est le corps ciliaire qui sécrète l'humeur aqueuse, donc dans certains cas. En cas de glaucome réfractaire est très douloureux. Est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors en fait, parce qu'il y a beaucoup de liquide dans l'œil, c'est ça qui crée la pression. Le défaut d'évacuation de l'humeur aqueuse qui... Voilà. Et donc là, on va venir perforer. On joue sur l'excrétion et la sécrétion de l'humeur aqueuse. Il y a quelques produits qui diminuent la sécrétion de l'humeur aqueuse par le corps ciliaire et il y a d'autres molécules qui nous permettent d'augmenter l'évacuation de l'humeur aqueuse par plusieurs voies. Oui. Docteur Messadi, quelle est l'indication justement de la chirurgie? On y va à quel moment? On y va, en tout cas, là c'est une question d'école. En réalité, comme m'a dit le docteur Kessal, c'est en cas d'échec, on monte en gradient de thérapeutique, mono, bithérapie, trithérapie, voire... Ça vient en troisième ou en deuxième intention, c'est ça la chirurgie? En deuxième intention, on passe au laser, quoique il y a des écoles qui privilégient en première intention le laser, trabéculorétraction. Oui, c'est ce que disait tout à l'heure. Pour éviter le traitement chez des chirurgiens qui ne sont pas notamment pour les jeunes, par exemple. Qui ne sont pas observants, qui sont... voilà. Ensuite viendra en quatrième étape la chirurgie filtrante. Et là, il faut savoir que c'est des chirurgies qui peuvent parfois être faites dans des conditions un peu difficiles sur une surface oculaire déjà altérée. Il faut savoir qu'on fait un trou, mais il y a malheureusement une cicatrisation naturelle qui s'opère. Physiologique. Oui. Chaque plaie entraîne une cicatrisation, une prolifération cellulaire. Et malheureusement, et donc il faut revoir à chaque fois. À une obstruction de cette fistule-là, il faut aller sur un autre site et sur un autre site, on peut aller jusqu'à 3 chirurgies. Et quand on fait ce genre d'opération, il faut toujours prévenir le patient que ce n'est pas certain que ce soit la seule chirurgie, mais qu'on peut être appelé à revenir sur un deuxième site, voire sur un troisième site. Ça, c'est très important, sur des yeux qui sont malheureusement altérés du point de vue de la surface oculaire à cause de la toxicité médicamenteuse. Absolument. On parlait déjà de la sécheresse oculaire depuis tout à l'heure, justement. Docteur Kessel, alors aujourd'hui, on parle de nouvelles recommandations, justement, dans lesquelles le patient est proactif, notamment lorsqu'il connaît bien sa maladie. Est-ce qu'il arrive, par exemple, qu'un patient propose ou peut suggérer des propositions de traitement? Alors, je précise, lorsqu'il connaît très bien sa pathologie. Oui, dans certains cas... Ça arrive? Ça arrive, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourra lui proposer un traitement laser.
traitement laser, mais la chirurgie, c'est... Par exemple, en cas d'intolérance des collyres, oui. Voilà, on lui procurera un traitement physique par laser afin de faciliter l'évacuation de l'huméricose et de diminuer l'astringence des collyres. Il faut savoir aussi que la chirurgie, elle a sa place, mais qu'on garde vraiment en dernier recours. Oui. Alors, les traitements peuvent échouer, docteur Messadi. Il peut y avoir un échec des traitements, par exemple une pression qui ne baisse pas, une chirurgie, vous parlez tout à l'heure justement de la physiologie qui l'emporte aussi. Bon, mais bon, ça, c'est pas un échec, hein. C'est pas considéré comme un échec. Est-ce qu'il y a des cas d'échec de traitement? Vous savez, dans le cas où le glaucome n'est pas dû à un phénomène pressionnel, il faut s'attendre à cette éventualité. C'est ça. Ça représente combien? C'est quoi la part des glaucomes qui ne sont pas dus à une pression intraoculaire? Pas beaucoup. Heureusement. Le phénomène essentiel du glaucome, c'est un phénomène pressionnel. D'accord. Il faut savoir que dans les cas où la pression n'est pas la cause réelle, parce qu'en réalité, il y a non seulement la perfusion du nerf optique, l'oxygénation du nerf optique. Pour la petite anecdote, je viens de voir hier un glaucomateur très jeune, qui a un glaucome au stade très avancé et qui, dans l'accompagnateur, m'apprend que, docteur, c'est un pêcheur et il fait de la plongée sous-marine en apnée pendant 3-4 minutes, pendant des années. Je me pose la question, est-ce que ce n'est pas cet événement ou ces événements-là qui sont les générateurs du glaucome de ce monsieur-là, qui me semble quand même jeune pour arriver à un glaucome au stade terminal. Et pour les personnes dans l'échec thérapeutique, comme vous l'avez souligné, ce sont probablement des glaucomes dont la genèse n'est pas due à un phénomène pressionnel, mais un facteur de manque d'oxygénation ou de manque de perfusion du nerf optique en vascularisation. Et encore une fois, il y a une dernière éventualité. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est dramatique. C'est ce qu'on appelle l'apoptose cellulaire pour une raison inconnue. C'est un type de glaucome qui a une mort cellulaire de façon inexpliquée. Ce n'est ni pressionnel, ni ischémique. C'est de l'apoptose cellulaire, c'est une mort programmée des cellules de raison inconnue. Et ce genre de glaucome, ils sont assez méchants, mais on en voit très peu. Fort heureusement d'ailleurs. Il y a des formes aussi rares également des glaucomes. On parle des glaucomes congénitaux par exemple, on parle également des formes juvéniles, comme vous venez d'en parler aussi, c'est ça? Oui, les glaucomes congénitaux, heureusement qu'il y a un cas sur 200 000 naissances et qui représente une proportion très minime de glaucome. Mais là, c'est des glaucomes un peu particuliers. Oui. On termine sur la prévention, c'est la fin de cette émission. Rappelons peut-être l'importance du dépistage, notamment pour les sujets à risque, quand on a un parent, par exemple. Sujet à risque et pour toute personne. Arrivé à un certain âge, à 40 ans, on devrait tous consulter. Absolument. Et faire un dépistage fréquent. On peut aussi, si tout est normal, on peut consulter un ophtalmo tous les 2 ou 3 ans. Mais s'il y a une petite pathologie, parce que des fois on a des hypertonies sans atteinte, sans glaucome. Donc on est amené à suivre le patient à long terme. Dépasser un certain seuil de tension, on doit le traiter. Mais des fois, on est obligé de suivre ce patient, même s'il n'a pas de glaucome. Sans traitement et sans rien, c'est le suivi. Oui. Alors on retiendra l'importance de la prévention, du dépistage. Merci messieurs, merci beaucoup monsieur Sabar d'avoir témoigné dans cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent arrivée à son terme. J'espère qu'on a pu répondre, ne serait-ce qu'à une partie infime des questions que vous posez à ce sujet. Je vous retrouve samedi prochain. Au revoir. Merci.